J'habitais la vallée du Réran, pas très loin de chez Simone Infantolino-Mercier qui vient de s'exprimer. J'habitais plus au centre de la vallée. Mais mon histoire est complètement différente parce que moi j'ai eu la chance de ne perdre personne dans la famille. On a pu tous se sauver grâce à une personne qui est venue nous avertir vers le danger. Elle était beaucoup plus en sécurité là où elle habitait que nous. Cette personne s'appelle Madame Rouchon. Je tiens à l'exprimer parce que je lui voue une profonde gratitude. Donc, vous dites sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous raconter concrètement ce soir-là? Concrètement sauvé, la vague allait arriver. Là où j'habitais, où nous habitions avec Simone, c'était une vague de 8 à 10 mètres de haut. La vague donc allait arriver, c'était l'hiver, donc il faisait nuit, nous finissions de dîner j'habitais une grande ferme, donc aucune ouverture, fenêtre et porte n'était orientée vers le nord côté du barrage, tout était orienté vers le sud, donc complètement calfeutré par rapport au bruit que pouvait faire la vague. Nous étions en train de finir de dîner, nous écoutions à la radio une émission qui s'appelait Quitte ou Double de Zapimax, avec, je m'en rappelle, un candidat remarquable en catégorie lyrique et qui allait répondre à la dernière question. On n'a jamais su s'il avait répondu ou non. À ce moment-là, donc, on a entendu brusquement et de façon très violente des coups frappés, non pas sur la porte de la cuisine, de notre cuisine qui était au rez-de-chaussée, mais sur la porte de la remise qui était juste à côté. On a été surpris. Mon père se dresse brutalement pour aller ouvrir la porte et on reconnaît la voix de cette dame, Madame Rouchon, qui venait nous avertir que le barrage avait cassé. On ne comprenait pas les mots qu'elle hurlait avant d'ouvrir la porte, mais dès qu'elle a ouvert la porte, elle a continué à nous dire « vite, le barrage a cassé ». Mais c'était plus la peine. Le grondement, un grondement immense, pour moi, un grondement indescriptible, incommensurable. Et plus que le grondement, c'était les cris. C'était les cris. Et vous allez peut-être me poser la question, mais je vous réponds. Pourquoi cette dame est venue nous avertir alors que nous n'avions rien entendu? Cette dame habitait une plus petite maison, une plus petite ferme, un petit peu avant d'arriver chez nous par rapport à l'endroit où nous devions nous sauver. C'est-à-dire les hauteurs, la seule hauteur qu'il y avait, c'était le château Aurélien. Cette dame donc habitait cette petite maison avec pour particularité une fenêtre qui ouvrait vers le nord. Chose rare à l'époque puisque le nord pas de soleil et le nord côté du Mistral, mais le nord côté du barrage aussi. Il faut dire que dans l'après-midi, c'était des gens un peu plus âgés que mes parents, il faut dire que dans l'après-midi, son mari, M. Rouchon, était allé rendre visite à son jardin qui était près du barrage. Parce qu'il faut savoir que pendant le mois de novembre environ, il y avait eu des pluies diluviennes de façon inconséquente. Et donc il était allé voir l'état de son jardin. C'était le premier jour de beau temps depuis bien longtemps. Et en allant près du barrage, il avait vu une activité, on va dire, intense et anormale au pied du barrage. Beaucoup de monde qui regardait, qui s'interrogeait. Ces gens, pourquoi? Ces gens, c'était les responsables techniques, les responsables politiques, les responsables administratifs, les responsables du barrage, ceux qui avaient peut-être construit, ou du génie rural qui avait commandité le barrage. Je ne sais pas exactement qui y avait, mais c'était il y avait une inquiétude, tout à fait. Donc il était revenu, comme vous dites, avec cette inquiétude-là. Et à ce moment-là, donc il était un peu plus de 21h, puisque le barrage c'est 21h13 de façon officielle, un peu plus de 21h13, on va dire 21h15, 20 plutôt, 21h20. Madame Rouchon, il faut dire qu'ils avaient une chienne plutôt, parce qu'il était chasseur, son mari, une chienne espagnole qui s'appelait Diane. À ce moment-là,
Madame Rouchon va ouvrir la fenêtre qui se trouve au côté nord, fenêtre qui donne donc côté nord, et entre les volets et la fenêtre, il y avait le garde-manger, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de réfrigérateur ou peu de réfrigérateur dans les foyers. Et quand elle ouvre l'intérieur de la fenêtre, elle entend ce grondement. Elle se retourne vers son mari, qui lui ne met pas longtemps à comprendre ce qui se passe. Donc il lui a dit tout de suite que c'était le barrage. Et Madame Rouchon, qui était sur le chemin où il fallait passer pour aller se sauver, est venue, a fait environ, je ne sais plus, mais entre, on va dire, une centaine de mètres vers le danger pour venir taper à notre porte et nous sauver. Parce que sinon, je pense que je ne serais pas là pour vous raconter cette histoire aujourd'hui. Donc ça a mis quand même un certain temps, même en courant, c'était pas loin, mais il a fallu tout ce temps-là. Et on se sauve où? On se sauve où? Nous, il n'y avait pas 36 solutions. Si on continuait plus loin, on allait vers le Réran, qui était encore à 200 mètres. C'était à l'époque pas le Réran endigué que vous avez aujourd'hui, un torrent impétueux qui versait de temps en temps entre de grands arbres et de grandes rives. Donc il y avait une seule solution, c'était de revenir vers la route de Bozon, vers l'est, on va dire, et vers le château Aurélien qui domine la vallée. Donc, ce qu'on a fait, je me rappelle que ma mère a pris un sac. Moi, j'ai pris mon cartable vert, que j'ai toujours. Il fait partie de toutes les expositions qui se passent. Et on part avec... Donc, j'étais fils unique. On part avec mes parents. Mon père éteint la lumière, parce qu'il y avait toujours l'électricité. Éteint la lumière, on détache, à l'époque dans les fermes il y avait des chiens qui étaient tenus la nuit, on détache notre chienne Mirette de la chaîne et on court vers la maison de monsieur et madame Rouchon, qu'on récupère au passage on va dire, et on continue de courir en passant devant la maison des Capras. Peut-être vous connaissez l'histoire, c'est une autre histoire. Eux sont morts et la fiancée qui était enceinte n'habitait pas là. Donc c'est un mariage posthume qui avait été autorisé après le décès de son futur mari. Donc on court vers la ferme des Cugia qui est à la base du château Aurélien. Et là se pose une autre question. C'est une maison qui est déjà un tout petit peu un petit peu élevée, qui a 3 niveaux. Et au 3e niveau, il y a une grand-mère impotente. Qu'est-ce qu'on fait? On rejoint la grand-mère au 3e niveau ou on grimpe la colline du château Aurélien? Je pense que les adultes, j'étais le seul enfant, ne se sont pas posé longtemps la question. Eh bien, écoutez, il arrivera ce qui doit arriver. Si la maison reste, tant mieux. Si la maison part, il n'y aura qu'une victime. Elle n'est pas partie. Donc, il n'y a pas eu cette victime-là. Donc, nous, on commence à grimper la colline du château Aurélien, qui était en broussaille complète, mais ça ne nous a pas dérangé. Les pierres, la broussaille, les ronces. À peu près, je ne peux pas dire, mais une dizaine de mètres en surélévation, l'eau arrive à quelques centimètres de mes pieds, comme un splash. Et on n'a pas attendu qu'elle monte plus haut. Donc on a continué de courir pour monter plus haut, pour aller au château Aurélien. Et à ce moment-là, le premier des pylônes à haute tension, les grands pylônes métalliques, le premier des pylônes à haute tension qui se trouvait dans le parcours de la vague a été renversé. En étant renversé, un immense éclair qui a éclairé toute la vallée du Réran. La vallée du Réran, il faut savoir que ce soir-là, le ciel était étoilé, il y avait un croissant de lune. La lune se reflétait dans cet immense lac qui venait de se créer. Cette vague, aujourd'hui on a l'image du tsunami, on a ces images de vagues. Elle était comment cette vague? La vague, moi je l'ai vue arriver à mes pieds dans les broussailles. Et violente, rapide, elle était comment? Mais elle est morte quand elle est arrivée à mes pieds, comme de vos pieds aux miens de pieds, à quelques centimètres. Mais elle s'est arrêtée là.
Mais c'est une vague qui faisait, je ne sais pas, là, 8 à 10 mètres de haut, comme les vagues qu'on voit. Mais je ne l'ai pas vu. D'abord, c'était dans la nuit, éclairé, certes, mais dans la nuit. Et puis, ce n'était pas notre préoccupation. Hein. Notre préoccupation, c'était de se frayer un chemin dans les ronces, dans les broussailles, pour atteindre la hauteur la plus haute, qui était le château Aurélien. On ne pouvait pas aller plus haut. Le château Aurélien était assez haut quand même. Et quand on est là, Et quand on est là, nuit quand on est là, en pleine nuit, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas, surtout qu'après, il y avait, quand la vague a effleuré nos pieds, donc on a continué de courir, surtout qu'après il y avait la clôture du château Aurélien. Bon, je me rappelle, une clôture qui était faite de vieilles balustres en terre, et surtout de grillages et de barbelés. Bon, ça ne nous a pas trop arrêtés, hein, parce que c'était pas du costaud. C'est tout ce qu'on se dit là. On est passé par-dessus, je ne sais pas trop où on est passé. On est arrivé, on est tout près de la plateforme du château Aurélien. Et là, je me rappelle que le gardien de l'époque, qui avait, je ne sais plus son nom, le crochet. Oui, qui avait le crochet, parce qu'il avait manipulé une grenade ou un truc comme ça pendant la guerre, et un bras était parti avec la grenade. Nous attendait devant les dépendances du château Aurélien. Bon, ben voilà, moi, pratiquement, mon histoire se termine là. Il nous a fait rentrer dans les dépendances, un peu réconforté et tout. Et un petit moment après, alors je ne peux pas dire, hein, 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais je suis autorisé à sortir sur le terre-plein. Et c'est là que j'entends le tocsin. Jusqu'avant, il y avait rien. Et c'est là que j'entends le tocsin, lugubre dans la nuit. Alors moi, la chance que j'ai eue, c'est que cette Madame Rouchon, qui est venue au péril de sa vie, nous avertir pour nous sauver. Donc des 7 personnes donc, qui se sont échappées, à ce moment-là, personne n'est décédé. Et la chance donc que j'ai eue, c'est de pouvoir, à la seconde près, c'était comme un enchaînement, pas minuté, mais c'était vraiment à la seconde près, tout s'est déroulé pour que la vague atteigne que nos pieds et qu'on soit au sec, enfin à l'abri, au moment où, juste après, le moment où la vague est arrivée. Et quand vous étiez là-haut, même s'il faisait nuit, vous avez dormi, vous êtes réveillé le lendemain? Non, C'était on n'a pas dormi du tout, du tout. Je me rappelle qu'après, mes parents étaient agriculteurs chez des propriétaires, donc. Alors, je ne peux plus dire comment ils ont été avertis, mais après, dans la nuit, 2 heures après, 3 heures après, Fréjus était en effervescence, en ébullition. Hein. Donc, les hauts de Fréjus n'ont pas été atteints par la vague. Eux habitaient un peu sur les hauts de Fréjus. Et je sais qu'ils sont venus nous chercher en voiture, avec leur voiture, qui n'était pas dans le flot de la vague. Et la maison était dans le flot de la vague. Alors la maison où on habitait, c'est clair et net, c'était comme ça le lendemain. Mon père, qui a bien pris la précaution de fermer à clé, d'éteindre l'électricité et tout, bon, ça ne servait à rien, puisque le lendemain, qu'est-ce qu'il y avait? Le carrelage du rez-de-chaussée. Mais toutes les maisons où habitait Simone, toutes les maisons de la vallée du Rhéran, c'était comme ça. Il n'y avait plus aucune maison. La vallée du Rhéran, vue le lendemain, c'était, comment dire, un long trait, un peu marron, un peu grisâtre, avec des reflets d'eau. C'était de la boue, du sable, de l'eau. Alors ça dépend de l'endroit, mais sur une grande distance, puisque au niveau où j'habitais, la vallée faisait 1 kilomètre ou plus de large. Comment vous étiez face à cette maison disparue? C'est vrai qu'à 11 ans, c'est vrai que tout le monde était logé à la même enseigne. Donc je n'ai pas fait de différence avec d'autres, de comparaison ou d'envie. Tout le monde était pareil. Et il est vrai que même pendant que nous échappions vers le château Aurélien, alors qu'on était encore on aurait pu être emporté par la vague, à ce moment-là, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur. Je ne me suis jamais dit la vague va arriver, alors que les cris s'amplifiaient. Moi, ce que je retiens, et que j'ai toujours aujourd'hui dans mes oreilles, ce sont les cris des gens. Puisqu'il y avait des gens, un peu comme on va dire Simone, un peu en amont, puisqu'elle habitait 300 mètres, et même pas, en amont de chez moi. Tout ça, au mesure que les maisons étaient tombées, étaient emportées, ça faisait du monde qui... Donc, par rapport à la plaine dévastée, je pense que j'étais résigné du haut de mon âge. Ça vous a changé du haut de cet âge de petit garçon, de que 11 ans?
Ben, c'est dur à dire parce que je n'ai pas vécu donc, la vie que j'aurais pu vivre et j'ai vécu une nouvelle vie, donc je ne sais pas si ça m'a changé. Ça m'a changé peut-être par rapport à ce qu'on peut réaliser. Je suis très attentif à ce qu'on réalise et je regarde, je fais attention aux grandes réalisations, barrages, ponts ou autres, et je me dis, mais ça peut aller ou ça peut pas aller par rapport. Et je ne suis pas un professionnel de ça en plus. Hein. Les gens pensaient que ça allait arriver. Pardon. À l'époque, on se disait que peut-être, oui, ça allait se passer. Alors chez moi, on ne parlait jamais du barrage. Ma mère a habité longtemps dans cette vallée du Réran, depuis son enfance en fait. Et elle avait subi plusieurs inondations du Réran avant la création du barrage. S'il n'y avait pas eu le barrage au mois de novembre, il y aurait eu inondation. Là, il n'y a pas eu inondation, puisque le barrage était là. Et tant et si bien que l'avant-veille, ma mère craignant toujours, non pas le barrage, mais l'inondation, on était allé dormir le soir chez des amis dans le Haut-de-Fréjus parce qu'elle avait peur de l'inondation. Et c'est pour ça, en plus, tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle était partie avec un sac et moi le cartable. C'est pour ça qu'elle avait un sac de prêt. Parce que l'avant-veille, elle avait préparé un sac pour qu'on aille dormir à l'abri dans les Hauts-de-Fréjus. Et ces gens-là s'appellent Mme Gall. Le bon sens paysan, comme on dit. Le Le bon sens paysan. Oui, tout à fait. Ben, j'étais dans le monde paysan. Hein. Moi, mes parents, Mais justement, qu'est-ce qu'ils sont devenus, vos parents, professionnellement? Qu'est-ce que c'était plus ben, la mes parents, même... professionnellement, la chance, c'est que... Alors, c'est vrai qu'ils étaient trois à travailler. Mon père était le contremaître de cette ferme, on va dire, comme ça. Un des ouvriers qui habitait un peu plus bas sur une butte avec une maison fort importante et qui n'a pas pu être averti parce qu'il y avait personne autour, 3 personnes, c'est la famille Grosso avec une jeune enfant qui avait 2 ou 3 ans de moins que moi, Françoise Grosso. Ben, eux ont été importés, ils sont tous morts. Donc, et l'autre personne qui travaillait sur la ferme habitait la ville. Donc là, je ne peux plus trop dire ce que cette personne a fait. Mon père a continué à travailler dès le lendemain, c'est beaucoup dire, mais après le barrage, sur cette ferme qui faisait 14 hectares, à extirper les ferrailles, les machins, les tout, enfin tout ce qu'il y avait, avant que les gros scrappers, bulldozers arrivent et rebouleversent tout. Mais enfin, bon. Donc mon père a continué à travailler sur cette ferme en attendant la reconstruction, où après il a continué son métier d'agriculteur en replantant des pêchers, des vignes. La terre avait changé. Complètement. La terre avait changé, la vallée avait complètement changé, puisque c'était avant le barrage une vallée un peu vallonnée, avec des buttes, enfin de petits coteaux, mais pas énormes, hein, un petit peu vallonnés. Les vignes étaient plantées un petit peu en coteaux. Aujourd'hui, vous voyez la vallée du Réran, c'est tout plat. Le Réran est endigué. Avant, il faut savoir que le Réran serpentait. Il y avait de grandes rives avec de grands arbres. On le voyait par l'alignement des arbres. C'est tout. Donc la vallée a complètement changé. Et la nature du terrain aussi a complètement changé, puisque les pêchers n'ont pas résisté longtemps. Ça a été planté. Il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites d'arrosage par le goutte à goutte. Enfin, et ils ont résisté 10 à 15 ans. Et aujourd'hui, il n'y a plus de pêcher dans la vallée du Réran parce que... voilà. Mais il y a une autre histoire. Ah ben, une autre histoire a commencé. Ça, c'est certain. Mais ça, c'est l'histoire, avec un grand H. Hein. Un bouleversement, d'autres choses arrivent. C'est la vie.